Les rivières ont l'habitude de garder des secrets, leur profondeur trouble cachant souvent les preuves les plus terrifiantes de malheurs et de crimes. Dans une petite ville tranquille du sud de l'Oklahoma, ces horreurs cachées ont refait surface de la manière la plus effrayante qui soit. Par une journée morne et couverte, les habitants de Warwicker, une communauté soudée de seulement 2000 âmes, ont été horrifiés lorsque le courant de la rivière a fait une découverte macabre sur leurs rives, le corps sans visage d'une jeune adolescente. Cet événement choquant s'est déroulé à Warwicker, une ville isolée où tout le monde se connaît et où rien de tel ne s'est jamais produit auparavant. Ici, la vie s'écoule sans heurts et sans précipitation. À l'automne 1996, l'une des maisons de Warwicker était occupée par la riche famille. Gail, la mère, Dwayne, le père, et leurs 4 enfants, 3 garçons et une fille nommée Heather, qui, à l'époque des faits, était en 2e année de lycée. Heather était non seulement une excellente élève, mais aussi une pom-pom girl. Elle était devenue une véritable beauté et attirait l'attention partout où elle allait. La jeune fille était d'une nature aimable, mais elle était très aventureuse lorsqu'il s'agissait de s'amuser. À 16 ans, Heather était dans sa phase rebelle et voulait tout essayer dans la vie. Dans la soirée du 2 octobre 1996, une dispute éclate entre Heather et sa mère à propos d'une facture de téléphone de $300 que la jeune fille avait accumulée en bavardant avec ses amis. Gail est contrariée par le gaspillage de sa fille, tandis que Dwayne prend la situation plus calmement. Le fait est que la famille traverse une période difficile sur le plan financier. Le père de Heather, un électricien, a récemment été gravement blessé dans l'explosion d'un transformateur. L'homme a survécu de justesse et a dû subir un traitement prolongé et des greffes de peau. Comme il ne pouvait pas travailler, sa femme a dû prendre un emploi supplémentaire pour maintenir la famille à flot. Chaque dollar compte et coûte cher. Des opérations chirurgicales sont prévues pour le père. La mère tente d'expliquer à Heather qu'elle n'a pas les moyens de payer des factures de plusieurs centaines de dollars par mois et d'inculquer à sa fille le respect de l'argent, des aînés et le désir d'indépendance. Mais l'adolescente a du mal à accepter ces admonestations, ce qui provoque une grave dispute. Lorsque les esprits se sont calmés, Heather a décidé d'aller se coucher. Elle descendit dans le salon où elle souhaita bonne nuit à son père. En passant devant sa mère, la jeune fille a gardé le silence de manière démonstrative, montrant ainsi qu'elle était toujours offensée. C'est sur cette triste note que tous les membres de la famille se retirèrent dans leur chambre, le lendemain matin, le 3 octobre. Gail, comme d'habitude, a réveillé les enfants pour le petit déjeuner. Mais Heather était restée longtemps sans sortir, ce que sa mère a mis sur le compte du ressentiment de l'adolescente. La femme était sûre que la faim finirait par forcer sa fille à descendre malgré son humeur rebelle. Mais la jeune fille n'est jamais venue. Lorsque Gail perdit patience et monta dans la chambre de Heather, elle fut surprise de n'y trouver personne. Les téléphones portables n'étant pas très répandus à l'époque, Heather n'en avait pas. Les parents inquiets ont appelé toutes les petites amies Tortolmi de leur fille, mais aucune d'entre elles ne savait où elle se trouvait. Un tel comportement ne ressemble pas du tout à celui de Heather. Elle n'avait pas de problème de manteau et n'avait jamais fugué auparavant. De plus, la jeune fille a toujours pris grand soin de son apparence, et il est peu probable qu'elle se rende quelque part pour une longue période, sans vêtements de rechange et sans maquillage. Mais tout de même, ses affaires sont restées à la maison. Gail et Dwayne n'ont pas perdu de temps et se sont rendus au bureau du shérif à Warwicker pour signaler la disparition de leur fille. La mère a raconté la dispute d'hier avec Heather, au cours de laquelle la femme a reproché à la fille l'énorme facture d'amusement et l'entêtement avec lequel elle refusait d'admettre sa culpabilité.
Les parents estiment que les discussions incessantes de leur fille avec ses amis dépassent trop les bornes, et bien que Dwan soit généralement plus calme, il soutient sa femme sur ce point. Le shérif a tenté de rassurer les parents inquiets, leur assurant que la jeune fille avait probablement simplement fugué, comme le font souvent les adolescents, surtout après une dispute avec leurs parents. Mais Gail et Dwayne savaient bandar que ce n'était pas dans les habitudes de leur fille. Heather ne fuyait généralement pas les problèmes, mais essayait de trouver un compromis même après les conflits. Malheureusement, cette fois-ci, la réaction enflammée de la mère et le manque de retenue de la fille, qui ne pouvait pas admettre son erreur, ont conduit à une situation malheureuse. Malgré les inquiétudes des parents, les forces de l'ordre leur ont assuré que la plupart des situations de ce type se résolvent d'elles-mêmes. Les adolescents qui ont fugué reprennent généralement leurs esprits rapidement et retournent dans leur famille. Il est fort possible que pendant que Gail et Dwayne se trouvaient au bureau du shérif, leur fille soit déjà rentrée chez elle. Les officiers ont tenté de rassurer la mère et le père inquiets, leur assurant que tout irait bien. Ils ont expliqué que pour qu'une fille soit déclarée disparue, il faut qu'au moins un jour se soit écoulé sans qu'aucun contact n'ait été établi. Ce délai n'étant pas encore écoulé, la police n'a pas pu accepter la déclaration et a renvoyé le couple chez lui en attendant des nouvelles de Heather. Déçus par l'attitude des forces de l'ordre, Gail et Dwayne ont pensé qu'il était arrivé quelque chose à leur fille et ont décidé d'entamer leur propre recherche en ville. Ils décident tout d'abord de s'adresser à l'entourage de la jeune fille et contactent plusieurs de ses amis. Parmi eux, Randy Wood, 17 ans, capitaine de l'équipe de football de l'école, avec qui Heather était déjà sortie. Bien que leur relation amoureuse ait rapidement pris fin, les jeunes gens sont restés amis. C'est d'ailleurs avec Randy que la jeune fille avait récemment accumulé une énorme facture de téléphone. Lorsque la mère de la jeune fille disparue a appelé le garçon, celui-ci a déclaré qu'il n'avait aucune idée de l'endroit où se trouvait Heather, ni de ce qui avait pu lui arriver. Malgré son ton apparemment convaincant, Gail sent que Randy cache quelque chose. Il semblait répéter une histoire répétée comme un robot et ne s'inquiétait pas du tout de la disparition de son ancienne petite amie, ce qui paraissait suspect. La mère de Heather a donc décidé de contacter un autre ami de sa fille, un lycéen de 17 ans nommé Josh Bagwell, avec qui elle sortait depuis peu. Lorsque la femme a appelé Josh, c'est sa grand-mère qui a décroché le téléphone. Elle a dit que le garçon se reposait après une fête et qu'elle ne voulait pas le réveiller. La femme âgée a catégoriquement refusé d'appeler son petit-fils au téléphone et a admis qu'elle était en train de nettoyer la caravane dans la cour où les écoliers avaient fait la fête la nuit précédente. Lorsque Gail demande des nouvelles de Heather, la grand-mère répond qu'elle n'a pas vu la jeune fille. N'ayant reçu aucune information utile, les parents inquiets ont parcouru tout le comté à la recherche d'au moins quelques indices sur l'endroit où se trouvait leur fille. Une journée s'est écoulée, mais tous les efforts ont été vains. Gail et Dwan se sont donc de nouveau rendus au poste de police. Cette fois, les forces de l'ordre se sont finalement jointes à l'opération de recherche. Une semaine s'est écoulée, mais aucune information précieuse sur l'écolière disparue n'est apparue. Compte tenu du délai, l'espoir de retrouver la jeune fille vivante s'amenuisait de jour en jour. Plus tard, alors qu'elle examinait les environs de la frontière avec le Texas, la police a remarqué un corps flottant dans la rivière, face contre terre. Il était à moitié submergé dans l'eau boueuse, mais les gens qui se trouvaient sur le pont l'ont remarqué. La peau de la victime inconnue était recouverte d'une épaisse couche de terre, comme pour rendre le corps plus difficile à voir. Lorsque les plongeurs ont réussi à ramener l'horrible découverte sur le rivage, quelque chose de bien plus terrifiant a été révélé. Sous la couche de boue, la victime mutilée
portait de nombreuses traces de chevrotine, indiquant un tir à bout portant, probablement avec un fusil de chasse. Le visage est tellement défiguré qu'il semble impossible d'identifier le défunt au premier coup d'œil. Un examen médico-légal s'imposait. À l'issue de l'enquête, les experts ont établi que la victime avait reçu 9 balles à bout portant, dont une à l'arrière de la tête et 8 dans le dos. Le corps a été littéralement déchiqueté et se trouve dans un état épouvantable. Comme une seule personne était portée disparue dans la région, à l'époque, les parents de Heather Rich ont été appelés pour identification. Ils ont pu identifier leur fille uniquement grâce à la bague gravée à son nom que lui avait donnée sa mère. Cela a permis de dissiper tous les doutes sur le fait qu'il s'agissait bien de Heather qui gisait sur la table de la morgue. L'identité de la défunte a finalement été confirmée par les dossiers dentaires, les experts médico-légaux ayant trouvé dans la cavité buccale du corps mutilé un appareil dentaire non amovible que l'écolière portait pour corriger son occlusion. La nouvelle de la mort de la jeune pom-pom girl s'est répandue comme une traînée de poudre dans la ville et est devenue le principal sujet de discussion dès le lendemain. En l'espace de quelques heures, tous les habitants de la région sont au courant de la tragédie. Le joueur de football Randy Wood l'a également appris. Pour qui? Le jour où tout s'est passé a coïncidé avec le match annuel au cours duquel il a été reconnu comme le roi du jeu pendant plusieurs saisons consécutives. D'habitude, après de telles compétitions, des célébrations bruyantes sont organisées. Mais cette fois-ci, il n'y avait pas de place pour l'amusement. Le garçon a été choqué par la terrible nouvelle concernant son ex-petite amie et s'est ensuite rendu sur le pont où le corps a été retrouvé. Il a regardé les eaux troubles pendant un long moment, cachant un terrible secret à tout le monde. En fait, Randy en savait bien plus que ce qu'il avait dit aux parents de la défunte. Et bientôt, l'enquête a conduit la police jusqu'au garçon et à plusieurs de ses amis. Ces événements ressemblent à l'intrigue d'un film d'horreur hollywoodien terrifiant. Au cœur même d'une petite ville de l'Oklahoma, 3 adolescents ont transformé une soirée ordinaire en un massacre sanglant. L'un d'eux est issu d'une famille aisée. Le second était une star du football scolaire et le capitaine de l'équipe. Et le troisième était un hooligan novice. Dès que les inspecteurs ont commencé à enquêter, ils se sont entretenus avec les parents de Heather. Entre-temps, Gail avait déjà réussi à appeler un certain nombre d'amis et de connaissances de sa fille. Ses soupçons se sont portés sur 2 jeunes hommes. L'ex-petit ami de Heather, Randy Wood, 17 ans, et son petit ami actuel, Josh Bagwell, qui revenait d'une fête et n'avait même pas pris la peine d'appeler. La femme était convaincue que les garçons cachaient quelque chose. Il semblait que les lycéens racontaient la même histoire répétée, la formulation des phrases coïncidant même à certains endroits. Cependant, ils ne pouvaient pas donner de réponse claire aux questions supplémentaires, ce qui semblait extrêmement étrange. Visiblement nerveux, les adolescents hésitent à entrer en contact. Contrairement aux autres amis de Heather qui ont participé activement à ses recherches, Gail a senti intuitivement que Randy et Josh en savaient beaucoup plus que ce qu'ils disaient dans leurs excuses téléphoniques. Parler à des camarades de classe et à d'autres amis de la personne décédée. Les enquêteurs ont reçu plusieurs pistes indiquant que Josh et Randy possédaient des informations sur les événements de cette nuit fatidique, où la jeune fille s'est enfuie de chez elle après une dispute avec sa mère. Plus tard, il s'est avéré que Heather avait effectivement l'intention de se rendre à une fête pour y rencontrer son petit ami, Josh. Malgré l'interdiction de ses parents de quitter la maison tard dans la soirée, cela n'a pas arrêté l'écolière rebelle. Après avoir attendu que Gail et Dwan s'endorment, elle a sauté par la fenêtre vers 23h, là où devaient l'attendre ces 2 mêmes jeunes hommes louches, bien connus dans la ville et populaires auprès de la jeunesse locale.
Josh était considéré comme un riche héritier de parents fortunés. Il conduisait toujours les voitures les plus cool et portait les vêtements les plus élégants, démontrant volontiers la richesse de sa famille. Ce garçon était un représentant typique de la jeunesse dorée, qui ne se souciait que de sa popularité et de son argent. À l'inverse, Randy Wood venait d'une famille ionoise simple, mais grâce à son talent et à sa persévérance dans le sport, il acquit une notoriété comparable à celle de son riche ami. Ses amis adorent Tuck, le beau capitaine de l'équipe, pour son jeu virtuose sur le terrain. Grâce à ses mérites, il est devenu le meilleur joueur de football, non seulement de l'école, mais de toute la ville, et a même gagné en popularité parmi les équipes scolaires au niveau de l'État. Randy et Josh étaient inséparables et passaient généralement leur week-end à rouler dans la voiture de Josh sur des chemins de terre. Bien sûr, on voyait souvent des filles en leur compagnie. Les garçons buvaient régulièrement de l'alcool et fumaient parfois du mari. En raison du manque d'infrastructures de divertissement pour les jeunes dans la ville, les adolescents n'avaient tout simplement rien à faire. Alors ils improvisaient du mieux qu'ils pouvaient. On sait que Heather Rich passait souvent du temps avec cette compagnie. Un ami a déclaré que la jeune fille avait également essayé de boire de l'alcool avec eux et que, la nuit précédant sa disparition, elle s'était enfuie pour aller traîner avec les garçons les plus populaires. Cette nouvelle a choqué les parents de l'étudiante de 16 ans qui s'était engagée dans une voie aussi glissante. Si le couple connaissait la propension de leur fille à faire des expériences risquées, il ne se doutait pas que cela se passait en compagnie de jeunes hommes. Il s'est avéré que 5 jours avant la disparition, le 27 septembre 1996, Heather elle-même et une autre fille du groupe de soutien ont été surprises dans un coin du stade. On a trouvé sur elles de la marijuana et du matériel pour fumer. On a également appris qu'elles consommaient de l'alcool. À la suite de cet incident, les écolières Jarontis ont été suspendues de leurs cours pendant 3 jours. Les enseignants ont tout raconté à Gail et Dwan, qui n'ont pas caché leur indignation, car ils ne s'attendaient pas à ce que leur fille de 16 ans se livre à des expériences aussi dangereuses. Heather a admis avoir essayé les substances interdites par curiosité et a promis d'arrêter. Cependant, les parents étaient les plus préoccupés par autre chose, à savoir pourquoi une étudiante et athlète assidue s'était engagée dans cette mauvaise voie. L'attirance de la jeune fille pour l'alcool et les drogues était effrayante. Bien que leur fille ait assuré qu'elle abandonnerait ses mauvaises habitudes, Gail et Dwan n'ont jamais pu vérifier sa sincérité. Au contraire, ses passions néfastes avaient probablement un lien direct avec sa mort. Les inspecteurs décident de parler à Josh et Randy, avec qui l'écolière assassinée a été vue pour la dernière fois. Le capitaine de l'équipe de football a admis que lui et son ami étaient dans une caravane derrière la maison de Josh, jouant au domino et buvant toute la soirée. Cependant, les 2 garçons ont nié avoir eu le moindre contact avec Heather lors de cette funeste soirée. Il est intéressant de noter que la police a relevé les mêmes détails qui avaient alarmé la mère du défunt. Les 2 jeunes hommes ont raconté exactement la même histoire, comme s'ils récitaient un texte appris par cœur, et ont parlé mécaniquement, comme des robots. De plus, ils n'ont montré pratiquement aucune émotion, alors qu'il s'agissait de la mort de leur ami commun. Ce comportement a convaincu les forces de l'ordre que les adolescents mentaient. Ils ont soupçonné que le meurtre pouvait être dû à la jalousie des 2 jeunes hommes, qui ne pouvaient pas partager la fille d'entre eux. Bien sûr, à ce moment-là, les enquêteurs ne disposèrent pas encore de preuves solides permettant d'établir un lien direct entre les lycéens et le crime. Cependant, le comportement étrange de Randy et de Josh a renforcé les doutes de la police quant à leur implication possible. Tous 2 ont fini par devenir les principaux suspects. Il a donc fallu étudier leur biographie, leur relation avec Heather
et les circonstances de la fête qui s'est déroulée la veille de sa disparition. Plus attentivement, les résultats de l'autopsie ont apporté de nouveaux éléments de réflexion. Tout d'abord, l'attention a été attirée par le nombre de tirs, jusqu'à 9. Même les fusils de chasse de la police contiennent habituellement 8 cartouches dans le chargeur. Pourquoi recharger l'arme pour tirer un coup supplémentaire alors que la victime est manifestement déjà morte? Un autre détail intéressant est le type de munitions utilisées, les doubles chevrotines. Ces cartouches prônes puissantes ont une force létale excessive pour l'exécution d'une jeune fille de 16 ans. Heureusement, un choix aussi spécifique de la part du criminel a permis à l'enquête de faire sa première percée sérieuse. Ces cartouches rares n'étaient vendues que dans un seul magasin de la ville. Après avoir vérifié les reçus, la police a découvert qu'une seule personne les avait achetées peu avant le meurtre. Le vendeur a reconnu sur la photo le jeune homme très suspecté, le lycéen Josh Bagwell, qui était venu au magasin et avait acheté une boîte entière, soit 20 cartouches. Selon l'employé du magasin, un autre jeune homme accompagnait Josh, mais il ne s'agissait pas de son meilleur ami, Randy, mais d'un certain Curtis Gamble, un homme bien connu de la police locale. Il s'est avéré que Curtis était le plus âgé des personnes impliquées dans l'affaire. Il avait déjà 19 ans. Malgré son jeune âge, il avait déjà été arrêté plusieurs fois et avait passé la majeure partie de sa vie consciente dans des centres de détention pour mineurs. Ce type était totalement inadapté et avait attiré l'attention des forces de l'ordre à plusieurs reprises. Il aurait été surpris en train de conduire en état d'ivresse, de tirer avec son arme sur des chiens, des chevaux ou même des passants au hasard. Curtis était donc lui-même très suspect, contrairement aux deux autres jeunes hommes qui, bien qu'ayant un comportement étrange, n'avaient jamais eu de problème avec la justice auparavant et n'avaient jamais été considérés comme agressifs ou dangereux. Le 23 octobre, la police s'est rendue au domicile du jeune délinquant dans une ville voisine où il vivait. Mais ce qui est encore plus important, c'est qu'à quelques kilomètres de son domicile se trouve le même pont sous lequel le pêcheur est tombé sur le corps mutilé. Curtis n'a pas été retrouvé chez lui, mais les forces de l'ordre se sont entretenues avec sa grand-mère. Celle-ci a parlé de son petit-fils et a notamment indiqué qu'il connaissait bien la région et qu'il se rendait souvent sur le pont en question. Curtis aimait y pêcher depuis qu'il était enfant, et la femme âgée l'avait emmené avec elle plus d'une fois. Il s'est donc avéré que le garçon avait un lien beaucoup plus étroit avec la scène de crime que la police n'aurait pu le supposer avant de parler à sa grand-mère. Le lendemain, les inspecteurs ont réussi à rencontrer Curtis lui-même. Le jeune homme a été arrêté et emmené au bureau du shérif à Warwicker. L'interrogatoire a duré plus de 8 heures, mais le suspect n'a pratiquement rien dit, bien qu'il ait accepté de passer au détecteur de mensonges. Mais cela n'a pas été la principale découverte des enquêteurs. L'aveu le plus précieux de Curtis concernait sa possession d'une arme à feu plutôt rare, un fusil de chasse Mossberg, dont la particularité est d'avoir un chargeur de 9 cartouches. Ainsi, les détectives ont suggéré qu'ils étaient tombés sur le propriétaire de l'arme probable du crime, car Heather avait été tué avec ce type d'arme. Lorsque l'arme a été saisie et qu'un examen balistique a été effectué, les experts ont officiellement confirmé que l'écolière avait été tuée avec le fusil de Curtis. Après qu'on lui a présenté les preuves de son implication dans le meurtre de la jeune pom-pom girl, le garçon s'est rendu. Il a déclaré à la police qu'il avait entraîné 2 de ses amis, Randy et Josh, dans ce crime. Après quoi, il a rédigé une confession détaillée de 2 pages. 3 semaines après la mort de Heather, les forces de l'ordre avaient enfin un suspect qui avait avoué le crime. Compte tenu de la complicité probable des autres jeunes hommes, Randy et Josh ont également été arrêtés et conduits au poste. Les collégiens ont pris connaissance du témoignage de Curtis
qui affirme avoir été à l'origine du massacre de la jeune fille. Mais Randy était devenu l'auteur direct du massacre. Selon le confesseur, il avait donné son fusil de chasse à son ami et lui avait ordonné de tirer sur l'innocente victime, alors que Josh était simplement présent. La police est toutefois sceptique quant à ce témoignage, car le capitaine de l'équipe de football ne correspond pas à l'image d'un criminel typique. Dans le passé, le jeune homme n'avait jamais eu de problème avec la justice, avait été un élève exemplaire et un athlète performant, populaire parmi ses pairs. Personne n'avait jamais dit du mal de lui, compte tenu de la géographie des événements. La fête a eu lieu dans le sud de l'Oklahoma et le corps a été retrouvé au Texas. Les garçons ont été jugés dans cet État particulier, où la peine de mort est prévue pour les meurtres. Cela a constitué un problème majeur pour l'enquête, car en vertu des lois locales, le véritable auteur du crime pourrait se retrouver sur le banc des accusés. Par conséquent, aucun des suspects n'a voulu assumer la responsabilité du coup de feu mortel. Ce n'est qu'après des tentatives répétées de la police et une deuxième rencontre avec les enquêteurs que Randy a finalement commencé à témoigner. Cependant, il a catégoriquement nié sa participation directe au meurtre, affirmant que Curtis avait été le tireur et l'initiateur du massacre de Heather et que Josh l'avait simplement aidé. Pour sa part, Josh a refusé de coopérer avec les forces de l'ordre. Ainsi, en octobre 1996, les enquêteurs reçoivent 2 aveux qui se contredisent sur de nombreux points. Finalement, les enquêteurs ont conclu que le témoignage de Randy semblait plus véridique et qu'il avait également passé avec succès un test au détecteur de mensonges. Il est apparu clairement qu'il ne serait guère possible d'établir avec une certitude absolue le déroulement exact des événements de la soirée fatidique du 2 octobre. Mais il a été décidé de s'appuyer sur les informations fournies par le capitaine de l'équipe de football. Selon les aveux qu'il a faits ce jour-là, Randy avait prévu de boire un verre avec ses amis Curtis et Josh. Lorsqu'ils se sont réunis, il s'est avéré que Heather était censée se joindre à eux. La jeune fille connaissait bien Josh et Randy lui-même, mais elle n'avait jamais rencontré Curtis auparavant et n'avait donc aucune idée du danger qu'il représentait. Lorsqu'ils se sont retrouvés tous les 4 autour d'un bon verre, Heather, comme le reste de la compagnie, s'est retrouvée au bord de la perte de conscience. C'est à ce moment que Curtis, ivre, a eu l'idée de profiter de l'état d'impuissance de la jeune fille et d'abuser d'elle. Il passe immédiatement à l'acte. Comme l'a raconté Randy, Heather s'est réveillée après avoir été harcelée et a crié, repoussant l'agresseur, avant de s'évanouir à nouveau. Malgré le fait qu'elle pouvait à peine bouger la langue, Curtis a pris peur, car même une victime à moitié ivre pouvait se souvenir de tout. Lorsqu'elle a dessoulé, il savait très bien qu'en prison, l'accueil est hostile et il ne voulait pas se retrouver derrière les barreaux à cause de cet incident. Il a donc suggéré de se débarrasser de la jeune fille. Les plus jeunes ont d'abord pris ces mots pour une mauvaise blague, mais Curtis ne plaisantait pas. Il a réellement sorti un fusil de chasse du coffre de sa voiture et l'a pointé sur les 3 adolescents. Randy et Josh ont compris qu'ils avaient affaire à un homme extrêmement imprévisible et ont décidé de ne pas discuter. Ils ont chargé l'écolière sans défense dans le coffre de la voiture de Josh et toute la troupe s'est dirigée vers la maison de Curtis. Mais à quelques kilomètres de la destination, l'aîné des garçons leur a ordonné de tourner vers le pont où le corps de la victime a été retrouvé plus tard. Curtis a forcé ses amis à s'arrêter au milieu du pont, à sortir Heather du coffre et à la déposer près de la rambarde. Craignant pour leur vie, Randy et Josh ont obéi. Lorsque la jeune fille inconsciente a été sortie de la voiture, elle ne tenait pas sur ses pieds. Les jeunes hommes la déposent sur le sol et s'assoient dans la voiture. N'imaginant pas ce qui allait se passer ensuite, Curtis s'est approché de Heather sans défense et a commencé à lui tirer dessus. Randy a vu de ses propres yeux
un énorme trou se formait dans le crâne de sa camarade. Incapable de supporter ce spectacle macabre, il s'est couvert le visage de ses mains et a eu peur de regarder dans cette direction. L'agresseur a vidé tout le chargeur du fusil sur la victime, après quoi Josh et lui ont jeté le corps mutilé de la jeune fille du haut du pont. Ils sont ensuite montés dans la voiture et ont fui la scène de crime. Ils ont vu de leurs propres yeux ce que Curtis avait fait à Heather, mais la peur pour leur propre vie les a poussés à garder le silence. En octobre 1996, les 3 jeunes hommes ont été officiellement accusés de l'enlèvement et du meurtre de Heather Reich, 16 ans. Les enquêteurs ont eu le plus grand mal à travailler avec Josh Bagwell, qui refusait de témoigner, et contre qui. En fait, il n'existe aucune preuve directe de son implication. L'accusation a dû s'appuyer uniquement sur les paroles des 2 autres accusés dans l'affaire, qui se sont contredites en raison de l'absence de preuves matérielles. La base de preuves n'était pas très fiable. Pour remédier à cette situation, le procureur a proposé à Randy Wood un marché dans le cadre de l'enquête. En échange d'un témoignage contre Josh, le jeune homme se voit promettre une peine de prison à perpétuité, avec un droit de libération conditionnel au bout de 30 ans. Randy a immédiatement accepté. Le bureau du procureur a également discuté avec les parents de Heather de la possibilité d'une peine similaire pour Curtis. Pour la famille de la victime, le plus important était d'obtenir de lui un témoignage véridique et de ne pas condamner à la peine de mort l'organisateur mineur du meurtre. La riche famille voulait avant tout connaître la vérité. Le 15 octobre, Curtis a accepté l'offre de l'accusation et a plaidé coupable en échange d'une peine de prison à vie sans possibilité de libération anticipée. En même temps, pendant le procès, il a continué à se comporter de manière provocante et inadéquate. Alors qu'il était en détention préventive, Curtis a attaqué un garde, l'a fait tomber et a commencé à l'étrangler. Le prisonnier enragé n'a pu être maîtrisé que grâce aux efforts conjoints de plusieurs policiers. En février 1998, près d'1 an et demi après la mort tragique de Heather, le procès de Josh Bagwell s'est ouvert. L'affaire avait acquis une telle notoriété que de nombreuses personnes souhaitaient assister à l'audience. En fin de compte, l'accès à la salle d'audience a été restreint, les spectateurs et les membres de la presse n'ayant pas le droit d'y assister. Les défenseurs des accusés ont eu recours à diverses tentatives pour justifier leurs clients. En fait, les avocats ont tenté de ternir la réputation de Heather elle-même, la présentant comme une alcoolique et une femme facile qui aurait eu une relation intime avec Curtis et qui aurait ensuite commencé à le menacer d'exposition, forçant le garçon à recourir à des mesures drastiques. Les parents ont dû défendre l'honneur et la dignité de leur fille. En réalité, la jeune fille était une étudiante assidue, une athlète talentueuse et une personne extrêmement honnête qui s'est simplement retrouvée en mauvaise compagnie et a rencontré un véritable criminel. Le défaut a été confié à Curtis. À la surprise des personnes de présentes, il est soudain revenu à sa version initiale des faits, affirmant que Josh n'avait pas du tout participé au crime et qu'il n'était même pas au courant des projets d'assassinat. Au contraire, selon Curtis, c'est Randy qui a tiré le coup de feu fatal. Ce témoignage a profondément affecté Randy. De manière inattendue pour tout le monde, le capitaine de l'équipe de football a pris une décision désespérée. Il a refusé la négociation de peine. Le jeune homme ne veut pas que ses aveux soient là considérés comme dictés uniquement par le désir de sauver sa peau. Accusant ses complices en pleine salle d'audience, Randy a déclaré qu'il voulait avant tout rendre justice à la jeune fille assassinée en toute innocence. Cette décision est allée à l'encontre même de l'avis de l'avocat de l'accusé. Malgré toute la noblesse de cet acte,
Randy a consciemment pris le risque de se retrouver dans le couloir de la mort. Ce comportement désintéressé du jeune homme a fortement impressionné les parents de Heather. Le couple a même rencontré personnellement Randy après la séance du tribunal. Cette démarche audacieuse et fondée sur des principes revêtait une grande importance pour la famille de la défunte. Le 10 février, Wood a comparu devant le jury et a dit toute la vérité sur les terribles événements de cette soirée fatidique. Son témoignage ne laisse aucun doute. Le jeune homme décrit en détail la pleine participation de Josh et Curtis au meurtre de Heather, ainsi que le rôle de Bagwell dans la dissimulation des traces du crime. Le 14 février, Curtis Gamble a été reconnu coupable de conspiration en vue de commettre un meurtre et de la commission intentionnelle de ce crime particulièrement grave. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité assortie d'une peine supplémentaire de 99 ans. En mai 1998, une rencontre a lieu entre les parents de Heather et Randy dans le cadre d'un talk show télévisé en direct. Malgré la douleur et le chagrin de la perte de leur fille, le riche couple a exprimé une sincère admiration pour l'honnêteté et les profonds remords de ce jeune homme. Le 7 août 1998, le procès de Randy Wood s'est achevé. Il a également été reconnu coupable d'avoir participé au meurtre. Le jeune homme a été condamné à la prison à vie avec le droit à une libération conditionnelle au bout de 40 ans. Cette décision a attristé de nombreuses personnes, car Wood était le seul des 3 accusés dans cette affaire à s'être sincèrement repenti de ce qu'il avait fait et à avoir risqué sa vie. Il a décidé de présenter la vérité au jury. L'opinion dominante dans la société était que le garçon ne méritait pas une punition aussi sévère. Josh Bagwell a lui aussi été condamné à la prison à vie, sans de droit à une libération anticipée. Il a été envoyé pour purger sa peine dans le même établissement pénitentiaire que Curtis. En janvier 2002, les 2 condamnés ont fait une tentative d'évasion audacieuse. Profitant de la nuit, ils ont réussi à se cacher dans l'État du Texas pendant 10 jours. Des recherches ont été annoncées dans tout le pays. Finalement, les fugitifs ont été rattrapés et renvoyés derrière les barreaux pour y purger leur peine à perpétuité. L'adolescence est une période extrêmement difficile et passionnante dans la vie de chacun. Il est fort probable que ce soit le comportement et les décisions des parents, à ce moment-là, qui déterminent l'avenir de leurs enfants. C'est tout. Écrivez votre opinion dans les commentaires sous cette vidéo et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles vidéos. À bientôt. Bye.